Je vous ai gardé pour moi, Dr. Tanguay, OK. pour notre dernier sujet du forum. Ça va porter sur la surveillance active puis la prise en charge des petites tumeurs. C'est un sujet qui est bien important pour notre nouvelle directrice générale, Christine Collins, parce que c'est une patiente, justement, qui sous surveillance active. Puis lorsqu'elle a reçu son diagnostic il y a plusieurs années, c'était pas une option qui était très populaire. Puis Christine voulait qu'on en parle. Et puis, moi aussi, le groupe aussi également, on voulait en parler parce qu'on a beaucoup de nos patients qui nous posent des questions là-dessus, puis des fois qui ont l'impression qu'ils comprennent pas que c'est pas parce que le médecin veut pas s'occuper de leur cas, mais que c'est une option qui est vraiment valide. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous présente le Dr. Simon Tanguay. Il est professeur et directeur du département d'urologie du Centre universitaire de santé McGill. Dr. Tanguay est le président sortant de la Société internationale d'urologie. Il est membre du Conseil médical consultatif de Cancer du Rein Canada et le futur président de ce conseil. Sur une note plus personnelle, c'est une personne à qui je tiens beaucoup parce que c'est mon médecin depuis plus de 7 ans et je lui dois beaucoup. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, Dr. Tanguay, aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bonjour à tout le monde. Euh, donc, comme Hélène disait, on m'a demandé de parler de la surveillance active et puis je vais parler un peu des options dans les petites masses rénales, question de donner un aperçu de ce qui s'offre à nous. Euh, donc, ce qu'on voit maintenant dans l'évolution du cancer du rein, c'est qu'on détecte beaucoup plus de cancers de façon précoce, ce qui est une bonne chose. Donc, la majorité des cancers qu'on détecte aujourd'hui sont détectés de façon fortuite quand les gens ont des scans pour d'autres raisons. Et c'est ce qui explique en partie l'augmentation de l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas chaque année. Des derniers 20 ans, on a une augmentation à chaque année du nombre de nouveaux patients avec le cancer du rein. On n'est pas clair à 100% pourquoi, mais une partie de la raison, c'est parce qu'on les détecte de façon précoce, parce que les gens ont beaucoup plus accès à l'imagerie abdominale pour toutes sortes de raisons. On voit aussi directement qu'il y a lentement une baisse de la mortalité du cancer du rein qui, en fait, reflète le fait on diagnostique les gens de façon beaucoup plus précoce. Donc, plus on diagnostique de façon précoce, plus on traite de façon précoce, meilleurs les résultats vont être à long terme. C'est intéressant de voir, ici vous voyez en orange, c'est l'incidence, c'est le nombre de nouveaux patients avec le cancer du rein qui monte constamment. On voit ici la mortalité par le cancer du rein là, qui a une tendance vers la baisse lentement. Il y a des études qui sont regardées à voir s'il y a une relation directe dans certaines villes américaines où on fait plus d'imagerie abdominale. Donc, les gens ont plus accès au CT scan, la résonance magnétique, à l'échographie. Puis, une corrélation directe entre plus on fait d'imagerie abdominale, plus on va voir dans cette région-là des chirurgies rénales. Donc, c'est clair que plus on diagnostique de façon précoce, parce qu'on fait des examens pour des pierres au foie, pour d'autres raisons, mais souvent on va trouver des masses dans le rein qui sont tout petites, qui peuvent être traitées de façon plus précoce. Ce changement-là, on le voit aussi dans la détection des cancers qui sont métastatiques au départ. Historiquement, on disait toujours que environ 30% des gens qui se présentent avec un cancer du rein vont avoir des métastases, c'est-à-dire qu'il va être répandu à l'extérieur du rein au diagnostic. Quand on regarde notre registre canadien, qui inclut maintenant plus de 14 000 patients, c'est 15% des gens aujourd'hui qu'on va trouver un cancer métastatique au départ. Donc, beaucoup moins que dans le passé. Je pense que c'est une réflexion de ça. Le traitement des masses rénales a évolué avec les années. Dr. Robson, qui était de Toronto, c'est la personne qui a préconisé beaucoup la néphrectomie radicale, c'est d'enlever le rein au complet. Mais là, on remonte dans les années 50. Il était là jusqu'aux années 80. Ensuite de ça, la néphrectomie partielle est arrivée. La néphrectomie partielle, ça consiste à enlever juste une partie du rein, mais à préserver la majorité du rein. C'est Dr. Novick qui était à la Cleveland Clinic, qui a vraiment popularisé cette approche-là. Aujourd'hui, on prend pour acquis la néphrectomie partielle, mais il faut se rappeler que dans les années 90, on ne faisait pas de néphrectomie partielle si le rein de l'autre côté était normal.
on se devait de faire des néphrectomies radicales dans ce temps-là. Donc, il y a eu quand même une évolution importante qui a été faite par Dr. Novick. Dr. Novick, c'est un Montréalais aussi, donc qui a travaillé toute sa vie aux États-Unis, mais qui avait fait une partie de ses études ici à Montréal, à McGill, et c'est un Montréalais d'origine. Suite à l'utilisation de la néphrectomie partielle, on a vu ensuite de ça l'avenue des chirurgies laparoscopiques dans les années 90 et 2000, puis aussi les techniques d'ablation, on va en parler tout à l'heure. Dans les années 2000, par la suite, ce qui est arrivé, c'est la chirurgie robotique qui a fait son entrée, qui est maintenant une place importante dans plusieurs centres au Québec et au Canada. Et puis, on arrive maintenant dans les années 2020 où on continue l'évolution de tout ça, où on essaie de minimiser toujours la morbidité des actes ou des traitements qu'on offre à nos patients, en plus conscient des coûts et de l'impact qu'on va faire sur la survie des gens. Donc, est-ce que tout le monde a besoin d'être traité aujourd'hui ou est-ce qu'il y en a qui peuvent être traités plus tard? Ça a un impact important sur la vie des gens. Je vous dirais qu'aujourd'hui, la chirurgie, à mon avis, ça demeure quand même le traitement standard pour le cancer du rein localisé. Les autres approches qu'on va discuter, que ce soit les ablations thermiques ou l'observation, c'est pas le standard. Vraiment, le standard, ce qui a le plus de suivi, ce qui a le plus de chances de guérison, ça reste la chirurgie. Mais ça ne veut pas dire que dans les circonstances bien choisies, les autres approches, c'est pas des bonnes approches, loin de là. La néphrectomie partielle, aujourd'hui, est préférée à la néphrectomie radicale pour les petites masses rénales. La néphrectomie partielle, si vous vous rappelez, c'est d'enlever seulement une partie du rein qui contient la tumeur, mais de garder la majorité du rein. Donc, ça a moins d'impact sur la fonction du rein globale. Et puis, s'il arrivait quelque chose à notre autre rein ou si on avait besoin de d'autres traitements dans le futur pour lesquels la fonction des reins doit être le plus normale possible, ben ça joue de notre côté. Donc, aujourd'hui, on va préférer la néphrectomie partielle pour les petites masses rénales, si c'est possible. Il y a différentes approches qui peuvent être faites. On peut avoir des approches ouvertes, conventionnelles, où on fait une coupure pour aller faire la chirurgie. Il y a des approches qui sont laparoscopiques ou par chirurgie robotique. Et puis, normalement, le chirurgien va discuter avec vous les différentes options et puis voir qu'est-ce qui s'applique le mieux à votre situation particulière. Quand on parle de chirurgie ouverte, quand on parle principalement pour les néphrectomies partielles, pour les petites masses, c'est vraiment une chirurgie qu'on fait par le côté. Donc, on passe complètement sur le côté du rein. On a des côtes flottantes qui protègent notre rein. Puis souvent, on va passer soit entre les côtes ou on va raccourcir une côte qui nous donne un accès directement sur le rein. C'est une façon de faire. On peut aussi le faire soit par chirurgie laparoscopique ou robotique. Dans ce cas-ci, c'est qu'on fait des points d'entrée. On met des instruments qui nous permettent de glisser un instrument à l'intérieur de l'abdomen. Et puis, on va faire la même chirurgie qu'il s'agit de découper puis d'enlever la masse à l'intérieur du rein de façon laparoscopique. Et puis ensuite de ça, une des incisions va être élargie un petit peu pour retirer la tumeur par là. Donc, chaque approche a son avantage, son inconvénient. Parfois, c'est la localisation de la tumeur. Parfois, c'est la taille de la tumeur. Si elle est plus à l'intérieur du rein, à l'extérieur du rein, dans le haut, en postérieur. Donc, chaque approche a son avantage, inconvénient, puis ses limitations. Donc, parfois, on va proposer une approche versus une autre selon ce qu'on va trouver comme localisation de la tumeur. Si on regarde l'ablation thermique, dans le fond, l'ablation thermique, c'est une alternative à la chirurgie. Historiquement, on pouvait faire l'ablation thermique pendant une chirurgie laparoscopique ou ouverte ou le faire de façon percutanée. Percutanée, c'est un peu comme une biopsie. On glisse une aiguille à l'intérieur de la tumeur, puis on va utiliser cette approche-là soit pour détruire la tumeur par la chaleur, ce qu'on appelle le RFA, Radio Frequency Ablation. C'est la technique la plus fréquemment utilisée pour détruire par la chaleur, ou par le froid, la cryothérapie. C'est des approches qui fonctionnent bien. C'est des approches qui sont disponibles dans un grand nombre de centres au Québec. C'est fait majoritairement par les radiologistes, donc c'est un travail d'équipe, mais on va regarder toujours avec les radiologistes. Puis habituellement, c'est réservé pour les tumeurs de moins de 3 cm. Puis classiquement, c'est une approche qu'on réservait pour les gens un petit peu plus âgés ou avec plus de comorbidité, de problèmes médicaux qui fait que la chirurgie pouvait être associée avec des plus grands risques pour ces gens-là.
Tant la cryothérapie que le traitement par ablation par la chaleur démontrent des excellents résultats, mais qui sont un petit peu inférieurs à la chirurgie. Donc, pour les gens qui sont en bonne santé, pour qui on peut faire la chirurgie de façon optimale, c'est souvent ce qu'on va préférer pour ces gens-là. Mais il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on va parfois recommander l'ablation thermique, mais c'est des thérapies qui fonctionnent bien pour les gens bien choisis. Ici, on voit, là, c'est un exemple. Dans le fond, on va insérer des aiguilles, dans le fond, et puis il va se développer vraiment une boule de glace à l'intérieur de la tumeur. Et puis, on peut regarder l'évolution de la boule de glace de façon à ce qu'elle détruise complètement ou qu'elle englobe complètement la tumeur. Normalement, on va faire deux cycles où on gèle ou on dégèle la tumeur de façon à la détruire par le froid. Dans notre centre à nous, on a un peu abandonné l'ablation thermique par la chaleur, le RFA, au bénéfice de la cryothérapie, parce que la cryothérapie semble avoir des résultats un peu meilleurs à long terme. Il y a toutes sortes d'aspects techniques là, qui font qu'un va mieux fonctionner que l'autre, mais c'est souvent ce qu'on va utiliser. Quand on regarde les résultats, on parle de la taille de la tumeur, on se rend compte que dans le passé, surtout par l'ablation par la chaleur, de la façon que les fameuses aiguilles étaient faites, ça s'ouvrait un peu comme un parapluie, puis on avait l'impression qu'on pouvait traiter des tumeurs assez grandes, 4, 5, 6 cm, parce que les branches du parapluie allaient partout dans la tumeur, puis on était capable de la détruire. On se rend compte aujourd'hui que les résultats à long terme ne sont pas très bons si la tumeur est très grande. Donc, quand les tumeurs sont très petites, ça semble bien fonctionner. Quand les tumeurs sont plus grandes, ça fonctionne moins. Donc, idéalement, là, on essaie de choisir des gens qui ont des tumeurs autour de 2 à 3 cm maximum, tant pour l'ablation par la chaleur que par la cryothérapie. Un des challenges qu'on a, c'est de déterminer est-ce que le résultat a été parfait. Dans le fond, quand on a enlevé la tumeur par chirurgie, la tumeur est plus là, on ne la voit plus, c'est correct. Quand on fait une ablation thermique, la tumeur va diminuer de taille lentement, mais elle ne va jamais complètement disparaître. Il va toujours rester une trace de cette tumeur-là. Puis on se base sur le fait qu'il reste du flot de sang à l'intérieur de l'endroit où la tumeur était pour se dire s'il y a un risque qu'il reste de la tumeur à l'intérieur. Donc, c'est un petit peu moins précis pour être 100% certain qu'on a détruit la tumeur. C'est une des limitations de cette technique-là pour le suivi à long terme. Si on regarde maintenant la comparaison, si vous voulez, entre les deux types d'ablation, soit la cryoablation ou l'ablation thermique avec la chaleur, on se rend compte que les résultats à long terme sont sensiblement les mêmes. Il y a un petit avantage en faveur de la cryoablation à très long terme. Et puis, je pense que la plupart des centres ont migré vers l'utilisation de la cryoablation. C'est utilisé aussi pour traiter différentes autres formes de tumeurs autres que le cancer du rein. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la chirurgie, c'est toujours le traitement standard pour un cancer du rein qui est localisé. L'ablation thermique, c'est certainement une option qui est intéressante pour certains patients. Par contre, comme je disais tout à l'heure, le traitement des échecs peut être parfois difficile. Ça peut être parfois difficile de reconnaître qu'on a eu un échec à l'ablation thermique. Et puis, traiter la tumeur qui revient après une ablation thermique, c'est pas aussi simple. On peut la retraiter avec cryothérapie une deuxième fois. Par contre, si on se doit d'aller enlever cette tumeur-là, de faire une néphrectomie partielle, par exemple, c'est assez complexe. La plupart du temps, on va se trouver à faire une néphrectomie radicale chez ces patients-là à cause de la réaction qui a été créée par l'ablation. Une autre des limitations, c'est l'endroit où la tumeur est située. Donc, parfois, quand la tumeur est située profondément dans le rein, parfois quand la tumeur est située sur le devant du rein, puis est à côté, par exemple, sur les intestins, ça peut être complexe d'aller détruire la tumeur par un changement de température, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que le froid qui détruit la tumeur vienne toucher, par exemple, notre intestin, puis le fragiliser ou faire un trou dedans. À ce moment-là, ça crée d'autres problèmes qui peuvent être majeurs. Donc, il y a certaines limitations selon où la tumeur est située à l'intérieur du rein pour nous dire que c'est une bonne approche ou pas. Donc, c'est pour ça que quand on regarde les scans, quand on regarde l'état global du patient,
qui viennent nous voir, mais on détermine avec eux c'est quoi l'approche qui est l'idéal pour eux. Maintenant, si on va vers la surveillance active, dans le fond, la surveillance active, il y a deux formes de surveillance qu'on peut faire. En urologie, on est quand même assez familier avec ça, principalement à cause du traitement du cancer de la prostate où un grand nombre des hommes avec le cancer de la prostate, on ne va pas les traiter. C'est bien accepté maintenant qu'on va les suivre et puis les traiter seulement la journée où leur maladie va changer. Donc, la surveillance active pour le cancer du rein, c'est le même principe. Il y a deux types de surveillance. Celle qu'on dit active, c'est une observation dans le but de traiter lorsque la guérison est toujours possible. Donc, si on fait un suivi, on se rend compte qu'il y a un changement, on veut avoir l'opportunité d'intervenir à ce moment-là. Dans le fond, c'est de différer le traitement de façon à minimiser les effets négatifs qu'on peut avoir avec notre traitement. L'autre forme d'observation, ce qu'on appelle en anglais le watchful waiting, dans le fond, c'est une observation, une surveillance qui n'est pas active, qui est plus passive, je vous dirais. Ça, vraiment, c'est une approche dans laquelle on détermine au départ qu'on ne va pas faire de traitement. C'est-à-dire que soit que les problèmes de santé de la personne sont trop grands, leur âge, qui fait qu'ils ne sont pas des candidats à recevoir un traitement. Donc, à ce moment-là, on va juste suivre cette tumeur-là, puis on va traiter les problèmes s'il y a des problèmes qui arrivent. Je vous dirais aujourd'hui, pour les patients qui sont vraiment dans un état de santé qui ne leur permet pas de subir une intervention avec une forme d'anesthésie, soit que ce soit la chirurgie ou l'ablation thermique, on a des nouvelles approches qu'on peut offrir aux patients que dans le passé, on avait seulement le watchful waiting à leur offrir. On peut faire de la radiothérapie sur ces tumeurs-là, si la tumeur est bien située à l'intérieur du rein. Donc, on a des avancées, je vous dirais, en radiothérapie qui nous permettent d'avoir un impact pour essayer de détruire ou de ralentir l'évolution de ces tumeurs-là qu'on n'avait pas dans le passé. Donc, c'est une approche qui s'ajoute aux options qu'on peut offrir aux patients qui ne seraient pas sans ça candidats pour un traitement plus standard. Qu'est-ce qu'on sait des petites masses rénales qu'on veut observer? On sait que quand on regarde les masses de moins de 4 cm, c'est vraiment ce qu'on va appeler une petite masse rénale. Les chances d'avoir une maladie qui est métastatique, qui est déjà répandue au diagnostic, ça existe, mais c'est très faible. C'est probablement moins de 5%. Puis la majorité de ces patients-là vont avoir une évolution à long terme qui est quand même assez favorable. Il y a un grand nombre d'études qui ont été faites sur ça. Nous, on en a fait dans notre centre. On a participé aussi, je vais vous montrer tout à l'heure, dans des études qui ont été faites au Canada du suivi des patients avec les masses rénales. Mais quand on regarde les études combinées d'un nombre d'études, on se rend compte que pas mal les gens qui ont été suivis ont tous la même caractéristique. C'est des gens qui sont autour de 70 ans. Dans la plupart des études originales, le suivi est autour de 3 ans. Des tumeurs qui ont une taille moyenne d'environ 2 cm. Donc, la majorité des gens qu'on va suivre, ça va être un peu comme ça. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même une personne sur 4 qui, dans le suivi des 3 premières années, n'ont aucune croissance de la tumeur dans le temps. Donc, ces tumeurs-là, on les regarde à intervalles réguliers par des scans, par des échographies, puis ces tumeurs-là ne changent pas de taille. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la plupart des études ont démontré que tant que ça ne change pas de taille, il n'y a aucun de ces patients-là qui développe des métastases. Parce que l'inquiétude qu'on a quand on fait la surveillance active chez quelqu'un qui est autrement en bonne santé, c'est est-ce que ce serait possible que cette tumeur-là se répande avant qu'on soit capable de la traiter, avant qu'elle grossisse, dans le fond, pour nous donner une indication que quelque chose qui se passe. Ce genre de patient-là, c'est décrit malheureusement. C'est pas très fréquent, mais ça existe. Donc, c'est toujours, moi je dis toujours aux gens qu'on met sur surveillance active que c'est toujours, il y a toujours un gamble associé à ça, dans le sens que il y a toujours un risque que ça se répande avant que ça grossisse, puis qu'on manque un peu le bateau d'avoir une maladie qu'on peut guérir chez presque tout le monde. Une maladie que, comme vous savez, une fois que c'est répandu, c'est une maladie qui est un peu plus associée avec un challenge pour la guérir. Donc, même si ce risque-là est très faible, c'est pas un risque zéro. Donc, pour moi, quand je mets quelqu'un qui est en bonne forme, en bonne santé, puis qui est jeune, sous surveillance active, c'est important qu'il comprenne que ce risque-là, même s'il est 1-2%, ben, il est 1-2%. Il faut être prêt à accepter ce risque-là. Quand on regarde la plupart des études de suivi, on se rend compte qu'à peu près 2% vont développer des métastases dans le suivi. Le temps moyen est environ plus que 3 ans.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces patients-là ont presque toujours une croissance de ces tumeurs-là qui sont plus grandes que la moyenne. Normalement, on s'attend à ce que ces tumeurs-là grossissent d'environ 2-3 mm par année, mais souvent, quand ça dépasse le 5, 6, 7 mm par année, c'est un signe que c'est une tumeur qui est active et qui a un risque de se répandre. Donc, c'est des gens chez qui on va vouloir intervenir. C'est sûr que quand on voit une masse à l'intérieur du rein, on doit se poser la question, c'est toutes des cancers? La réponse à ça, c'est non. Donc, toutes les masses solides à l'intérieur du rein ne sont pas nécessairement des cancers. Il y en a un pourcentage non négligeable qui vont être bénignes. En règle générale, on dit environ 20%, mais plus la tumeur est petite, plus le risque que ce soit bénin est grand. Donc, il y a certaines études qui rapportent jusqu'à 40% des masses de moins de 1 cm qui sont bénignes. Mais après ça, quand on regarde de 1 à 4 cm, c'est à peu près 20%. Donc, grosso modo, là, une personne sur 5 va avoir une tumeur bénigne à l'intérieur de son rein quand elle mesure moins de 4 cm. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que de ces tout petites tumeurs-là, la grande majorité, à peu près 90%, sont des tumeurs de bas grade. Donc, les tumeurs qui sont tout petites, la grande majorité, c'est des tumeurs de bas grade. Donc, quand on a une tumeur de bas grade comparativement à une tumeur de haut grade, c'est des tumeurs qui vont évoluer beaucoup plus lentement. Donc, il va y avoir moins de progression, moins de risque de grossir rapidement ou de se répandre. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que les chances d'avoir une tumeur qui est bénigne dans le rein, c'est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Et le risque d'avoir une tumeur de haut grade, c'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Donc, les femmes sont avantagées ici dans les petites masses rénales, plus souvent bénignes, et plus souvent des tumeurs de bas grade, donc plus favorables. Ici, c'est une série d'études qui ont déjà été publiées, qui montrent le taux de croissance, qui est un peu variable d'une étude à l'autre, mais grosso modo, c'est des tumeurs qui tendent à évoluer lentement dans le temps. Au Canada, on a fait une étude prospective. C'est une des seules études prospectives qui a été faite et puis rapportée, dans laquelle on a pris des hommes et des femmes avec des petites masses rénales. La majorité étaient des gens plus âgés, un peu comme on a discuté tout à l'heure, chez qui on a offert de faire une biopsie pour confirmer le type de cancer. Et puis ensuite de ça, on les a suivis dans le temps. Ce qu'on a appris de ça qui est intéressant, c'est que tant les tumeurs qui sont bénignes que cancéreuses, donc bénignes et malignes, qu'on voit ici en vert, les tumeurs qui sont cancéreuses, puis en bleu, les tumeurs qui sont bénignes sur les biopsies, la rapidité de croissance, c'est la même. Donc, c'est pas parce qu'une tumeur a grossi qu'elle est cancéreuse nécessairement. Les bénignes vont grossir de la même façon que les tumeurs cancéreuses. Donc, ça, c'est un point qui est important. Puis, on voit qu'il y a beaucoup de variations. Chaque barre représente un patient individuel, de la croissance dans le temps, puis on voit qu'il y a quand même beaucoup de variations d'un patient à l'autre. Donc, il n'y a pas tout le monde ne va pas se comporter de la même façon. Quand on regarde les études qui existent de l'observation des petites masses rénales, maintenant on a des suivis à plus long terme, de plus que 5 ans. Donc, ça nous dit, ce qu'on apprend de ces études-là, c'est que la majorité des gens vont s'entendre de dire que si on a une tumeur qui grossit plus que 5 mm, un demi-centimètre par année, c'est une tumeur qui est à risque de nous donner des problèmes. C'est une tumeur qu'on devrait traiter. Donc, ici, c'est le même genre de tableau où on voit que chaque barre, c'est un patient individuel. Vous voyez la ligne ici, là, ça c'est 5 mm par année. Ça représente à peu près un patient sur 4. Vous pouvez voir les lignes bleues, c'est les patients qui ont été traités, puis les lignes rouges, c'est ceux qui n'ont pas été traités. Donc, plus la tumeur grossit, plus les chances de traitement sont grandes. Puis ce qu'on se rend compte avec les études de suivi à long terme, c'est qu'il y a quand même une chance d'être traité qui est assez grande. Sur une période de 5 ans, à peu près 40% des gens qui vont avoir un traitement, soit parce qu'on se rend compte que la masse grossit plus rapidement, ou parce que si on regarde, si on retourne en arrière, vous voyez qu'il y a des lignes bleues chez des gens qui ont été traités, chez des gens qui ont des tumeurs qui n'ont pas passé le seuil de 5 mm par année. C'est juste que dans le suivi, parfois les gens disent, sais-tu, je pense que je repense à ça, puis ça m'inquiète plus que je pensais de suivre ça, puis je vais décider de prendre un traitement. Donc, c'est pour ça qu'on voit les pourcentages sont peut-être un petit peu plus élevés que ce qu'on s'attendrait. Parfois, c'est le choix personnel de chaque patient individuel. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a différents types de cancers. Le plus fréquent, c'est le cancer à cellules claires. On a des types papillaires, chromophobes. Donc, chaque type
est associé avec une mutation différente dans un gène qui a donné le développement de ce type de cancer-là. Puis chaque type histologique, chaque variante va se comporter différemment. Donc ça, c'est une information qui est importante dans les gens qu'on va suivre. C'est-à-dire que chaque cancer du rein, mis à part la taille, pas parce qu'ils mesurent tous 2 cm, qui vont se comporter pareil. Donc, le type histologique, c'est important. Et puis, on se rend compte, dans l'étude qu'on a fait au Canada de façon prospective dans le temps, que la croissance de ces tumeurs-là n'est pas la même. On se rend compte que les gens avec les tumeurs à cellules claires, ce qui représente 3/4 de nos patients, c'est des tumeurs qui poussent, qui vont grossir plus rapidement que des tumeurs de type papillaire, type 1 par exemple. Donc, avoir cette information-là, c'est une autre information qui est importante pour nous pour choisir qui est un bon patient pour faire l'observation. Comment on connaît cette information-là, à moins d'enlever la masse? Bien, on peut faire une biopsie. La biopsie, ça peut être fait sous échographie ou sur CT scan. Et puis, dans le fond, ce que le radiologiste fait, il voit la masse et on donne une sédation pour relaxer. Ensuite de ça, on gèle les gens comme il faut. Et puis, on avance une aiguille à l'intérieur, puis on prend un échantillon. Est-ce que c'est sécuritaire de faire ça? C'est sécuritaire dans le sens que les techniques qu'on utilise aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on avance notre aiguille jusqu'à la masse qu'on regarde, puis à l'intérieur de l'aiguille, on va avancer une deuxième aiguille. Cette deuxième aiguille-là, c'est celle qui vient prendre l'échantillon. Et puis quand on retire l'échantillon avec le cancer, on le retire dans le milieu de la première aiguille. Donc les chances de répandre puis de laisser des cellules derrière, c'est presque zéro. Aujourd'hui, on s'entend tous pour dire que le risque associé avec une biopsie de répandre le cancer, c'est une question qu'on se fait poser fréquemment, c'est presque zéro. C'est jamais zéro en médecine, mais c'est très faible. Qu'on se rend compte dans les expériences qui ont été rapportées, et ici j'en ai pris une parce que ça a été fait par Dr. Finelli, qui est de l'Université de Toronto, avec Dr. Richard, qui est maintenant à l'Université de Sherbrooke. Quand on regardait leur expérience, on se rend compte que la biopsie, dans le fond, 9 fois sur 10, ça va répondre à notre question. Ça va nous dire est-ce que c'est un cancer, oui ou non. Et puis ensuite de ça, ça va être capable, dans plus que 90% du temps, de nous dire le type histologique. C'est un type à cellule claire, c'est un type papillaire. Et puis ça, la précision de ça, c'est à peu près, c'est plus que 90%. Donc, c'est très précis. Pour les gens que la biopsie ne donne pas le résultat escompté, si on la répète, nos chances sont encore grandes de répondre à la question de cette façon-là. Ici, c'est juste pour donner un exemple. Ça, c'est l'Université du Michigan qui, eux, ont créé cet algorithme selon la biopsie, à savoir de classifier les gens selon le risque associé avec le type de tumeur qu'on trouve, le grade de la tumeur, puis déterminer est-ce qu'on fait de la surveillance ou on fait un traitement. Ce n'est pas un algorithme qui a été vraiment validé, mais par contre, ça donne une idée de comment on peut intégrer ces informations-là pour choisir le bon patient pour l'observation. Donc, si on regarde les options qui existent, on a parlé de la chirurgie, on a parlé de l'ablation thermique, on a parlé de l'observation. Donc, c'est toutes des options qui sont bonnes pour les gens avec les petites masses rénales. Et puis, on va choisir selon l'âge du patient, son état de santé, le résultat de la biopsie avec les indications que j'ai mentionnées tout à l'heure. Puis aussi, la tumeur est située où? C'est-à-dire que c'est quoi la taille? On a vu que, par exemple, les ablations thermiques, ça fonctionne moins quand la tumeur grossit un petit peu plus. Où elle est située, ça va nous déterminer est-ce que l'ablation thermique, c'est un choix ou c'est pas un choix. Ensuite de ça, dans les différentes approches de chirurgie, chaque chirurgie a ses limitations. Par exemple, la chirurgie laparoscopique et robotique, c'est plus complexe si on a une masse qui est en arrière de notre rein, sur la partie haute du rein. Donc, il y a certaines limitations qu'on va voir, puis c'est ça qui nous aide à déterminer quel choix on va faire pour chaque patient individuellement. On a parlé de la localisation. On peut voir que selon où la masse est située, on peut voir que l'approche pourrait être différente pour nous. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on regarde de façon très précise pour nous aider à déterminer. Puis, on le voit ici sur les scans. Il y a des tumeurs qui sont, ça c'est notre rein ici, qui sont très centrales. Celle-là est en plein milieu. Ça, c'est ici le rein comme ça, est en plein milieu du rein, versus celle-là qui est comme attachée au bout du rein, qui est beaucoup plus simple à aller soit enlever ou à aller traiter par ablation. Donc, pour conclure, je dirais que la majorité des petites tumeurs rénales sont découvertes fortuitement.
ils ont quand même un pronostic favorable. On a vu que la grande majorité, c'est des tumeurs de bas grade qui vont évoluer très lentement. Leur risque de métastase est très faible, mais il n'est pas zéro. Okay? Donc, quand on fait notre choix de traitement, puis on choisit l'observation, il faut comprendre que même si le risque est faible et pas zéro, mais normalement, on va s'attendre à ce que ces tumeurs-là grossissent avant de se répandre. En médecine, il n'y a rien qui est 100%, il n'y a rien qui est blanc, il n'y a rien qui est noir, mais quand même, les chances que ça se produise de cette façon-là, c'est quand même très élevé. Finalement, le type histologique, le grade de la tumeur, ça nous donne des informations qui sont importantes sur l'évolution probable de ces tumeurs-là. Puis nous, on s'en sert pour choisir qu'est-ce qu'on pense qui va être la meilleure approche pour chaque patient individuellement. Je pense que ça fait le tour de ce que j'avais préparé. Ça me fait plaisir de prendre s'il y a des questions. J'avais une petite question d'abord. Je sais, je suis allée voir, il y en a de quelques personnes de l'auditoire aussi. Est-ce que c'est une option pour tous les patients? Est-ce que versus les petites tumeurs rénales versus le taux d'anxiété aussi qu'il faut prendre en considération du patient? Mais on le voit quand on regarde certains graphiques que j'ai montrés où on voit que le pourcentage de patients qui a été traité est beaucoup plus grand que ce qu'on s'attendrait. C'est à cause de ça. Donc, il y a des patients qui ont quand même un risque chirurgical qui n'est pas négligeable, pour lequel on dit, ben, je pense que d'être conservateur sera un bon choix pour vous, puis ils se rendent compte que finalement, ça les inquiète beaucoup. Moi, j'ai toujours l'observation, c'est un bon choix tant qu'on n'y pense pas en se couchant le soir. Si on se couche en pensant à ça, c'est plus de la torture que de l'observation. Donc, on est mieux de le traiter dans ce temps-là. Puis on a différents choix qui vont être plus faciles pour certains patients que pour d'autres. Donc, je vous dirais que l'anxiété, c'est un facteur qu'on utilise beaucoup quand on regarde au choix de traitement. Puis souvent, c'est ça qui va dicter qu'on va changer notre fusil d'épaule en cours de route. Il y avait Yves qui parlait dans ses questions. Bon, j'ai perdu mon petit icône pour les questions, mais je vais essayer de la résumer. Là. C'était sur le suivi. Est-ce qu'il est préférable de faire un suivi par imagerie scan ou par Échographie. Échographie? Qu'est-ce qui est mieux? Dans le fond, ça, c'est sûr que si on regarde faire un scan, c'est plus précis que faire une échographie. Quand on regarde la taille de la tumeur, l'échographie, la plupart du temps, chez les patients, à moins que les patients aient beaucoup d'obésité, l'échographie, ça va être un test qui est très précis pour nous dire la taille de la tumeur. Le problème du scan, c'est qu'il y a quand même de la radiation impliquée avec ça. Et puis la radiation, c'est cumulatif dans le temps. Donc, on est toujours conscient du nombre de scans qu'on fait à chaque patient. Moi, j'utilise beaucoup l'échographie dans le suivi. Parfois, on va faire des alternances. On va utiliser la résonance magnétique. Dans le passé, la résonance magnétique, c'est quand même difficile à obtenir au Québec. Il y avait beaucoup de listes d'attente, puis il y avait beaucoup de délais à obtenir des résonances magnétiques. Ça s'est quand même corrigé beaucoup. C'est un outil qu'on utilise de plus en plus pour les patients qui peuvent en avoir, qui n'ont pas de métal à l'intérieur ou qui ne sont pas claustrophobes. L'avantage de la résonance magnétique, c'est que ça n'a pas de radiation associée. Ouais. Mais la résonance magnétique, ça regarde juste à notre rein. La résonance magnétique, c'est un examen qui est ciblé. On ne regarde pas tout le ventre comme sur un scan ou sur une échographie. Donc, il y a des pour et contre à chaque examen. Ouais. D'accord. Est-ce que la biopsie détermine le suivi aussi? Ou est-ce que c'est le même suivi pour tous les patients? C'est une bonne question. Moi, j'ai tendance à suivre pas mal tout le monde de la même façon. Les gens qu'on trouve sur la biopsie que c'est une tumeur à haut risque, c'est souvent des gens qu'on va offrir d'être traités plutôt que d'être observés. Donc, ça ne va pas affecter notre suivi comme tel. Ouais. Puis, il y avait Christine qui avait une question dans le chat qui dit, est-ce que vous suggérez à le monde qui sont anxieux d'aller chercher de l'aide professionnelle pour traiter leur anxiété? Ça, c'est une bonne question. La réponse à ça, c'est oui. C'est sûr que c'est oui. On ne peut pas dire aux gens de ne pas chercher de l'aide. Le gouvernement a essayé de répondre à ça il y a quelques années.
Je dirais peut-être une dizaine d'années où ils ont créé des équipes de psycho-oncologie dans beaucoup de centres au Québec. Nous, on a ça chez nous. Et puis, il y en a beaucoup de centres qui ont ça. Le but de ça, c'était d'avoir des gens qui sont bien formés à la réalité de vivre avec un cancer, puis de faire face au cancer avec tout ce qui vient avec. Ça n'existait pas avant. Donc, les psychologues étaient à l'extérieur des hôpitaux. Ils faisaient leur pratique était très variée. Donc, maintenant, on a la chance d'avoir des psychologues dans nos hôpitaux qui ne s'occupent que des gens avec le cancer. Donc, je pense que c'est un groupe de patients qui est très différent que de voir deux patients pour des problèmes maritaux, l'autre pour l'anxiété, puis après ça, un patient avec un cancer, c'est pas la même chose. C'est pas la même dynamique, c'est pas la même chose. L'autre aspect important de les avoir dans nos hôpitaux, c'est couvert par la RAMQ. Avant, toute la psychologie à l'extérieur de l'hôpital, c'était pas couvert par le gouvernement. Donc, à ce moment-là, si les gens n'avaient pas d'assurance qui couvrait ce genre de service-là, pour beaucoup de gens, ça devenait un facteur qui ne leur permettait pas d'avoir accès à ça, pour des raisons financières. Donc, ça a été réglé. Je dirais beaucoup d'hôpitaux ont ça maintenant. Et puis, il faut s'en prévaloir. À vrai dire, c'est très populaire. Chez nous, il y a beaucoup de demandes. Il doit faire un screening pour voir qui doit être mis en priorité parce que justement, il y a beaucoup de demandes. Je vous remercie beaucoup, Dr. Tanguay. Ça me fait plaisir. Ah, OK. Il y a une autre question, je pense, qui vient d'arriver. On m'a souvent fait comme réponse que la résonance magnétique est beaucoup moins fiable que le scan en ce qui regarde la détection de métastases. Et j'ai cru comprendre que vous privilégiez la résonance compte tenu des radiations du scan. Ça veut dire que non. Ça dépend de ce qu'on regarde. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, par exemple, dans le suivi d'un cancer du rein qu'on a opéré, moi, j'utilise pas la résonance magnétique. Parce que va falloir que je demande à la résonance magnétique, il faut que je demande qu'est-ce que je surveille. Est-ce que je surveille le rein, je surveille le foie, je surveille le pancréas? Parce que la résonance magnétique, c'est un examen qui est très ciblé. Ils vont juste regarder ce qu'on leur demande. On ne fait pas une résonance magnétique de tout l'abdomen. OK? C'est pas des examens qui sont faits comme ça pour toutes sortes de raisons techniques associées à ça. Donc, dans le suivi d'un cancer, souvent, on veut regarder tous les organes dans l'abdomen. On veut regarder les ganglions, on veut regarder le foie, on veut regarder le pancréas, on veut regarder les glandes surrénales, le rein qui reste ou les deux reins qui restent. Donc, la résonance magnétique, c'est un moins bon test pour ça. Quand on fait le suivi d'une petite masse rénale sous observation, c'est un peu différent parce que dans ce contexte-là, on veut vraiment voir la taille de la masse. Donc, les chances que ça soit répandu dans d'autres organes, comme je disais tout à l'heure, c'est faible. Donc, quand on veut vraiment voir une mesure précise de la taille, la résonance magnétique, c'est un bon test pour ça. Mais pour le suivi du cancer, comme la question disait, c'est sûr que le scan, c'est un meilleur outil pour le suivi du cancer, en général. Donc, on essaie de les moduler parce que souvent, moi, je vais alterner, dépendant du risque du patient, on va alterner entre les scans et puis les échographies. Ouais. Donc, on a chacun nos petites habitudes, là, mais on veut essayer aussi de minimiser l'impact de la radiation. Mais par contre, si on pense que la personne a vraiment besoin d'avoir un test le plus précis possible, le scan, ça va être certainement l'examen qu'on va privilégier et qu'on ne fera pas de compromis sur ça pour la radiation. Il n'y a plus d'autres questions, Hélène. Non? Non. Ah. Merci beaucoup, Dr. Tanguay. Ça me fait plaisir. Okay. Au revoir. Bye. Bye.